Et c'est comme ça que je me retrouve chez Microsoft 10 ans après, quoi. Voilà. Sacré parcours en tout cas, du baccalauréat ressources humaines et jusqu'à Solutions Engineer chez Microsoft. Soignez votre réseau, les gens, vous les recroisez toujours, tôt ou tard. Donc moi, je reste persuadé que la communication, la vulgarisation, rendre ses propos accessibles font d'un consultant qui est correct un très bon consultant. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à l'écosystème tech, data et IA animé par des professionnels et des passionnés du domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Enzo Rido, Solutions Engineer pour les solutions cloud, IA et data chez Microsoft. Tout d'abord, bonjour Enzo, comment tu vas ? Salut Mikaï, écoute, ça va super. Merci beaucoup pour l'invitation et très heureux de passer sur ton podcast. Merci Enzo, le plaisir est partagé. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir aujourd'hui dans le podcast. C'était quelqu'un que je voulais vraiment avoir dans ce podcast, pour que tu puisses nous raconter tout ton parcours. Je sais que tu as une grande expérience, tu as pu voir plein d'entreprises différentes, de secteurs d'activité différents. Tu es passé du monde du consulting à l'édition de logiciels, tu as occupé plein de rôles différents, consultant, formateur, team leader, du coup Solutions Engineer aujourd'hui. Voilà, je pense que ça va être une discussion riche et très intéressante. Yes, je vais essayer de pas trop parler, donc n'hésite pas, des fois je fais un peu des tunnels, donc n'hésite pas à me C'est ton couper. moment. Ouais. C'est ton moment, donc n'hésite pas à faire des longs tunnels. Yes, trop bien. Avant de démarrer, Enzo, est-ce que je peux commencer par te demander de te présenter pour qu'on puisse savoir un peu qui tu es, d'où tu viens, ton poste actuel, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Yes. Écoute, comme tu l'as dit, donc moi, Enzo Rido, donc j'ai 30 ans. Je travaille actuellement chez Microsoft depuis 2 mois maintenant, en tant que Solution Engineer. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir juste après. C'est un Ouais. peu un nom alambiqué, mais retenez que c'est un poste qui est autour de l'avant-vente. On parle de pré-sales typiquement. Donc je suis entre le commercial et le techos. Je suis un peu le lien entre les deux mondes. Et voilà, ça fait 2 mois que je suis chez Microsoft, mais par contre 13 ans que je suis dans le monde de la data et plutôt de l'IT au global. Vous le verrez après, on parlera de mon parcours, mais voilà, j'ai commencé en 2013 du coup. Et moi, voilà, j'habite dans le sud de la France, donc je dis Aix-en-Provence pour qu'on puisse me repérer sur la carte, mais plus précisément, j'habite dans un petit village dans le Vaucluse, voilà, au pied du Luberon. Donc pour les connaisseurs, je suis dans ce coin. Et si jamais on n'arrive pas à localiser Aix-en-Provence, imaginez Marseille et quelques kilomètres au C'est nord-ouest, si je dis ça, pas de bêtises. c'est ça, exactement, c'est exactement ça. C'est plus simple. Justement, tu parlais de ton parcours au début. Est-ce que je peux te demander, ton parcours scolaire, il commence à quoi? On a quand même la chance de faire un métier où tout le monde a un parcours assez différent. Certains ont suivi le parcours classique, université, école. D'autres sont passés par des reconversions. D'autres ont fait des études qui n'étaient pas forcément en lien avec leur poste actuel. Toi, le tien, ton parcours scolaire, il ressemble à quoi? Ouais, on a un peu discuté déjà tous les deux, Mikaï, en off, hein, mais c'est vrai que moi j'ai un parcours scolaire, euh, je vais dire atypique, même si le terme atypique il est même un peu galvaudé. Mais j'estime en tout cas qu'il est atypique parce que pour tout te dire, j'ai commencé, si on revient au monde du lycée, j'ai fait un bac ressources humaines et communication. Donc vraiment rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Et pendant ce bac ressources humaines et communication, donc j'ai fait une première et terminale technologique. À l'époque, c'était STG et maintenant, je crois que c'est STMG de mémoire, un truc du style. Et J'avais ça à mon époque, en tout cas. STMG, ouais, c'est ce que j'avais à mon époque. voilà, J'ai donc compris qu'ils ont rajouté un M. voilà, c'est ça. Et moi, je crois que j'étais la dernière fournée des STG. C'est vraiment la dernière, la dernière fournée. Donc, j'ai fait un bac STG en ressources humaines et communication. Et pour tout te dire, à l'époque, j'étais un geek, mais tu sais, le petit geek, dans le sens où j'aimais, voilà, j'avais monté mon premier PC, je jouais un peu à League of Legends, je faisais 2 3 conneries, mais je codais pas, je faisais pas du Python, j'étais pas un pro du dev, voilà, j'étais un geek au sens player, gamer, mais pas plus, pas moins. Et je sais pas trop quoi faire et où aller. Et l'informatique m'est un peu tombée dessus par hasard. Je sais que ça me plaisait, que ça m'intéressait. Et un jour dans les couloirs pour aller au CDI, je me souviens très bien, j'étais avec mon ami Cyril, si un jour il m'écoute ce podcast, hein, j'étais dans le couloir et j'ai vu une affiche en fait d'un BTS SEO, service informatique aux organisations, qui ouvrait dans ma ville. Donc pour vous dire, hein, moi ma ville c'est 15 000 habitants, qui est des études supérieures qui ouvrent dans ma ville en alternance, c'était un truc de fou. Et je me suis dit punaise, je peux poursuivre mes études supérieures dans ma ville,
enfin presque c'est pas un village, mais c'est dans ma petite ville. En informatique, ça me plaisait bien. Et je dis, ben, pourquoi pas, why not? Et en fait, j'ai tenté de postuler à ce BTS en première. J'ai commencé à faire le dossier. Au début, on m'a refusé parce que ben, j'ai pas un assez bon dossier. Et en fait, par la force des choses, j'ai remonté mon dossier, j'ai mieux travaillé au lycée et j'ai été accepté dans ce BTS là. Et c'est un BTS, du coup, donc, comme je disais, SEO, service informatique aux organisations, que j'ai réalisé en alternance, du coup. Donc, c'est là où j'ai commencé en 2013. Et ce BTS SEO était spécialisé sur la sécurité de l'infrastructure et le réseau. Et j'ai fait en parallèle mon alternance à la métropole d'Aix-Marseille, anciennement communauté d'agglomération du pays d'Aix. Et pendant 2 ans, du coup, j'ai eu l'occasion de démarrer voilà, dans le monde du travail. Et c'est comme ça que j'ai démarré mes études supérieures, vraiment par... Grâce à une affiche au CDI. Ouais, c'est ça, tu vois, vraiment, c'est un truc improbable, tu vois, vraiment, jamais je me serais dit, allez, je vais dans l'informatique, je vais faire des études là-dedans. Et même pour tout te dire, quand j'ai commencé mon BTS, je me suis retrouvé avec des gars qui sortaient, certains de bac pro, ST, j'ai oublié le terme, qui avaient déjà fait de l'informatique, du binaire, de l'algo. Moi, j'ai vraiment STI 2D peut-être, ça me ouais, parle. un truc de Ouais. style, tu vois. D'autres qui sortaient de bac S. Et moi, en fait, j'avais un retard monstre sur toute la technique, sur l'algo, les maths. Et je me suis dit, putain, mais est-ce que je suis au bon endroit, en fait? Vraiment, est-ce que je suis à ma Ouais. place? L'alternance, ça me plaisait trop. Mais le BTS en lui-même, je me suis dit, mais c'est pas de mon niveau, tu vois. Et bon, l'histoire m'a donné tort parce que j'ai, pour tout te dire, fini ma genre de promotion. Donc, tu vois, c'était ma première fierté de dire, bah, j'ai rattrapé tout ce retard-là. Et en fait, j'ai réussi vraiment à tirer mon épingle du jeu. Et après ce BTS, justement, j'ai tellement kiffé d'alternance, j'ai tellement aimé le monde du travail, la relation avec les utilisateurs, tu vois, vraiment, c'est ce qui m'animait vraiment au quotidien, que je me suis dit, je veux continuer dans le monde du travail, donc continuer mes études évidemment, mais continuer absolument à garder un pied avec une activité vraiment très spécifique. Et j'ai eu le choix, je pense que tu as connu ça aussi, Mikaï, hein, après mon BTS, moi j'ai eu le choix, soit je partais en école privée, type Epitech, Epita, etc. Soit je partais sur une école d'ingénieur très spécifique, type mine d'Alès, ou soit ben, je commençais à bosser. Et j'ai fait le choix au début de postuler sur des vraies écoles d'ingénieurs. Alors quand j'ai des vraies écoles d'ingénieurs, c'est qui desservent, qui donnent un vrai diplôme d'ingénieur et pas un diplôme d'ingénierie. Et j'ai tenté de postuler par exemple aux mines d'Alès, où j'ai été refusé. Ça pareil, on avait un peu discuté en off, hein, mais j'ai été refusé parce que une aberration, mais parce que j'avais pas assez de physique-chimie dans mon dossier, ce qui est un peu, Pour un enfin, parcours informatique, c'est pas voilà. non plus Je la. ne veux pas trop cracher sur ce genre de réflexion, hein, mais bon, voilà, on s'est compris. Donc, j'ai été refusé dans les grandes écoles d'ingénieurs à cause de ça. Et après, voilà, on m'a proposé, j'ai démarré un dossier, j'ai même démarré des études dans une école privée à Montpellier. Et en fait, j'avais trouvé l'alternance, j'avais trouvé l'école, j'avais démarré. Et en fait, au bout d'un mois, je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas de faire des cours comme ça encore, toutes les 2 semaines de retourner à l'école. Ça m'animait pas. Et l'école en elle-même à Montpellier me plaisait pas non plus. Donc j'ai pris un risque, j'ai arrêté cette école-là, j'ai arrêté mon alternance avec cette école aussi et l'entreprise que j'avais trouvée. J'ai tout quitté Montpellier, alors j'avais tout installé, hein, j'ai trouvé mon appartement, etc. Et j'ai décidé en fait de faire un diplôme d'ingénieur, mais en cours du soir, aux arts et métiers. Donc on appelle ça le CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Et le principe de ce diplôme d'ingénieur, c'est de faire du coup, comme son nom l'indique, des cours, de suivre des unités d'enseignement hors temps de travail. Donc c'est des cours qu'on a de 18h30 à 22h généralement, 3 fois par semaine. Et en Et du coup, tu parallèle, avais un travail, ouais, c'est ça? c'est ça. Et en fait, en parallèle, tu fais ce que tu veux. Il est conseillé d'avoir un CDI, évidemment, de travailler, mais tu fais ce que tu souhaites, hein, et pas forcément obligé de faire un métier dans le domaine pour lequel tu étudies, évidemment. Mais moi, en fait, j'ai tout de suite trouvé mon CDI. Donc, on parlera après de mon parcours professionnel, hein, mais j'ai trouvé un CDI. Et en parallèle, je faisais mes études d'ingénieur. Voilà, le soir. Top, bah, beau parcours avec pas mal de rebondissements et de changements sur le parcours. Mais juste, déjà, il y a quelque chose de super intéressant que tu as dit. Tu disais au départ que quand tu étais en BTS, ce que tu faisais dans ton travail était complètement différent de ce que tu apprenais en cours. Et de Mhm, manière générale, c'est quelque chose que j'ai déjà aussi expérimenté. Je mhm, trouve que dans les formations universitaires, là pour le coup, j'englobe toutes les écoles, on voit souvent des choses qui sont quand même très très différentes de ce qu'on applique
dans le monde du travail. Mmh. Alors évidemment, l'informatique, c'est un domaine très, très général, hein, on a plein de secteurs différents, mais globalement, c'est quelque chose que j'ai déjà aussi observé de mon côté, où il y a quand même une différence monstrueuse, j'ai envie de dire, très significative, entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on applique réellement dans le monde du travail. Et je pense que ça peut s'expliquer assez facilement. On n'a pas les mêmes contraintes à l'école que dans le monde du travail. Et typiquement, Mmh. en entreprise, dans un projet, on prend toujours, par exemple, l'aspect FinOps en compte, le coût financier que le projet Mmh. va avoir, quoi. Là où dans les projets universitaires que l'on met en place, on ne parle jamais de cet aspect financier. Mmh. Et alors c'est juste un seul exemple, mais ça montre que vraiment les contraintes sont très, très différentes et que parfois, bah, ça arrive que certaines personnes en sortant de leurs études et quand elles obtiennent leur premier emploi, bah, ils se rendent compte de cette différence et Mmh. peuvent se sentir un peu perdus, pardon, au départ. Complètement. Ouais, puis et moi aussi, en plus, je pense qu'il y a aussi ce côté où on n'est pas tous faits pour être assis sur un banc d'école et bouffer des cours, H24 et recracher ça sur des feuilles, des copies, tu vois, en mode contrôle. Moi, je suis vraiment en mode, faut que j'essaye, faut que j'échoue, faut que je refasse, et que je refasse encore pour apprendre. Et j'ai du mal, tu vois, à faire du watch and learn et juste Ouais. me diffuser des diapos pour apprendre des choses. J'ai beaucoup de mal. Et c'est vrai que c'est même quelque chose après que moi j'ai réappliqué au quotidien pour quand j'étais formateur, de dire en fait, je sais que moi j'aime pas juste qu'on me déblatère de la théorie, j'aime pratiquer aussi. Donc je pars du principe que tout le monde aime ça aussi et ça me permet d'être plus en accord avec moi-même quand je diffuse de l'information ou que je donne des formations, typiquement. J'imagine que tu as toi aussi dû, à un moment donné pendant tes études, écrire du code sur papier. Oui, mais pas beaucoup. Ah, Ouais. moi, les requêtes SQL où il fallait mettre le point virgule à la fin, Ouais. sur papier, Ouais. Ah mais je suis c'est passé par là. Ouais, mais voilà, tu te dis, mais c'est, enfin, aujourd'hui, tu vois, et en plus, moi, c'est des choses, il y a, en 2013, on te dit c'est obligatoire d'y penser parce que l'ordi ne pense pas pour toi. Mais alors d'aujourd'hui, tu vois, c'est des choses avec l'IA Ouais, qui sont tellement automatiquement, avec les IDE, ça se remplit, t'as l'autocomplétion tout à automatique, il y fait. a plein de choses où tu perdais du temps. Et moi, c'est ça aussi, tu vois, où j'ai eu beaucoup de mal à accepter, par exemple, d'être refusé au Mines d'Alès, qui est l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs de France, de mémoire, la deuxième ou troisième. En fait, j'ai eu ce côté-là très enfin pas égoïste. J'ai eu vraiment mon ego qui a été touché en mode putain, je suis major de promo, on me refuse, tu vois, dans ce sens-là. Et en mode, on me dit ouais, mais en fait, t'es pas bon là, donc on ne prend pas. Donc j'ai eu un peu mon ego très piqué par rapport à ça. Et puis après, j'ai eu autre chose. Je me suis dit, mais en fait, heureusement que je suis pas allé, parce que dans cette même école, tu vois, on prenait, je crois, 4 ou 5 heures par semaine pour t'apprendre à te comporter dans l'entreprise. Et moi, je leur disais, mais en fait, vous voyez, moi, les gars, moi, ça, vous me comportez en entreprise, j'ai pas besoin de le faire. J'ai fait 2 ans d'alternance, je sais comment parler à un utilisateur, je sais comment gérer un projet, du moins, j'ai un peu déjà des notions. Et des fois, je me disais, mais en fait, est-ce que c'est adapté vraiment au monde du travail? Est-ce que c'est vraiment adapté? Et c'est là Ouais. où je me suis dit, au final, moi, ce dont j'ai besoin, c'est de bosser. C'est malheureux, mais de valider un diplôme parce qu'il faut cocher une case en France. Il faut cocher un diplôme pour rentrer dans les grilles de salaire et rentrer dans des grands groupes. Et j'ai juste fait ça pour ça, en fait. Et je me suis dit, je veux pas. J'ai cherché la solution pour au minimum m'embêter avec des études et au maximum kiffer ma vie sur le monde du travail. Voilà, c'est ce que je me disais. C'est comme ça que Je j'ai trouve switché pas dessus. que la mentalité a tendance à changer ces dernières années en France, où on privilégie de plus en plus l'expérience professionnelle ou alors juste les projets perso que l'on peut mettre en place, plutôt que le diplôme. J'ai l'impression que ça Ouais. commence à changer. Mm. Et je voulais te demander aussi si tu étais pas passé dans ce couloir, pour aller au CDI et que tu étais pas tombé sur ce poster du BTS SEO. Est-ce que tu penses que ton parcours aurait été différent? Ben, je pense que oui, parce que pour le coup, j'avais pas du tout en visibilité En Ouais, fait, on en reparlera après, mais toute ma vie, elle a été faite aussi un peu d'opportunités, de choses qui me sont un peu tombées dessus. J'aime pas trop parler de chance parce que ça réduirait peut-être aussi un peu le travail ouais. et les sacrifices que j'ai effectués, mais il y a quand même un peu une part de chance dans tout ça. Mais ouais, je pense pas que j'aurais fini dans le monde de l'informatique. J'étais parti pour aller faire un truc très classico-classique dans le monde des ressources humaines, tu vois, et peut-être que j'aurais réussi là-dedans aussi. Mais je me voyais, tu vois, dans la relation humaine, c'est sûr, dans la communication peut-être, mais pas dans l'informatique, absolument. Et donc, non, tu vois, c'était pas du tout tracé. Et même tout au long de ma carrière, j'ai jamais eu un plan parfait, pour le coup, jamais. Ouais. Même aujourd'hui, de me retrouver chez Microsoft, il y a encore 3 ans, c'était même pas quelque chose que j'envisageais. Non pas que je pensais que c'était inaccessible, mais parce que c'est pas ce où je me disais, putain, faut que j'aille chez Microsoft. Voilà, tu Ouais. vois.
Sacré effet papillon, n'empêche, ce poster. C'est Un exactement peu ça. dans... Ouais, tout part de là. Tout part de là. Bah, suite à cela, est-ce que tu peux nous parler de ton premier vrai job dans la tech, après ton diplôme? Et si tu peux nous dire à quoi ressemblait ton quotidien? Yes. Ben, j'ai quand même. Je sais que tu parles du vrai premier diplôme, enfin, pardon, du vrai premier job, mais pour moi, je considère vraiment mon alternance pour le coup Ouais. comme ma vraie première expérience qui m'a donné envie d'aller plus loin dans le monde du travail, qui m'a vraiment stimulé et galvanisé sur faut que je fasse ça, c'est ce métier qui me plaît. Donc vraiment, moi, mon rôle d'alternant de base, je venais même pas du monde de la data, tu vois, je faisais, c'est bête ce que je te dis, mais j'allais installer, non, c'est pas bête, pardon, mais c'est très simple ce que je faisais, c'est j'allais installer des PC, j'en passais des écrans, je remplaçais des claviers, des souris, pendant 3 mois j'ai fait ça, puis après je suis allé administrer des serveurs type DHCP, Active Directory, puis après je suis passé côté réseau où j'installais des téléphones en mode TOIP sur les bureaux des directeurs, tu vois, de la métropole d'Aix-Marseille. Et après, je passais côté sécurité réseau. Donc, j'ai eu 2 ans d'alternance où j'ai touché à tout ce qu'on pouvait faire, je pense, dans le monde de l'IT, aussi un peu de data. Parce qu'à l'époque, la métropole, ils avaient un peu de SAP, donc il fallait installer des solutions SAP pour la BI, il fallait administrer des vieux serveurs SQL, du Oracle. Donc j'ai un peu tout touché, et pour le coup, j'ai eu la chance de pouvoir voir toutes les strates IT qui étaient possibles et inimaginables. Et il y a peut-être un truc pour le coup où je pense avoir été un peu lucide, c'est qu'à ce moment-là, je me suis quand même rendu compte que dans le monde de l'informatique, tu as des domaines qui payent mieux que d'autres. Tu as des domaines dans lesquels aussi les gens sont plus tranquilles que d'autres. Et notamment, tu vois, le support helpdesk type niveau 1, niveau 2, où les gens t'appellent parce que le PC ne marche pas, ben c'est compliqué parce que c'est que gérer des problèmes au quotidien, c'est gérer de l'humain aussi. Donc tout de suite, j'ai senti quand même des postes que je ne voulais pas faire. Et je me souviens, j'ai un ami qui m'a dit, tu sais, Enzo, il était au BTS avec moi, il m'a dit, Enzo, moi je pense que l'avenir, c'est tout ce qui a touché à la BI et la data. Et moi, je me suis dit, ouais, ok, c'était un peu abstrait, tu vois, pour le coup, c'était un peu abstrait pour moi. Si je peux me Et permettre, Enzo, c'était en quelle année ça? Pour qu'on puisse se 2013, situer? Ah 2013, oui, donc 2014, ouais, 2013, ouais, ouais, ouais. Donc, et c'était très, très tôt, quoi. ouais, voilà. Et il y avait quand même des sujets, tu vois, mais c'était pas l'explosion qu'on a connue, la bulle qu'on a connue entre 2016 Ouais. et maintenant, tu vois. Mais la data, ça a existé, c'était pas nouveau, l'analytique non plus. Et lui il m'a dit, moi, je pense que là-dedans, c'est là-dedans qu'il faut aller. Et c'est vraiment pendant cette alternance que je me suis quand même forgé en me disant, ok, il faut peut-être que je m'intéresse un peu plus à ça. Et la preuve, c'est que en fait, j'ai pas du tout fait ça juste après ma alternance. Je me suis pas du tout écouté. Tu vois, je suis parti en CDI dans une petite boîte à Manosque, pour celles et ceux qui connaissent, qui s'appelle Sudariane. Franchement, une super boîte, tu vois, à taille humaine. On était une vingtaine, je crois. Et là, pour le coup, donc, j'ai commencé, si vous avez à resituer après mon BTS, du coup, j'ai commencé mon diplôme d'ingénieur en cours du soir. Et j'ai trouvé, du coup, ce travail en tant que technicien support, justement, niveau 2. Et c'est c'est vraiment à ce moment-là, j'ai fait quasiment 8 mois là-bas. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que c'était pas ce boulot que je voulais faire, typiquement, tu vois. Parce que déjà, je faisais un diplôme d'ingénieur où je faisais des choses un peu plus techniques, un peu plus abouties. Et en parallèle, tu vois, mon quotidien, c'était de faire quoi? C'était de prendre des appels téléphoniques. Et la personne me disait, ah Enzo, mon PC démarre plus. Ah ok, ben pourquoi il démarre pas? Est-ce que vous avez allumé la multiprise? Ah non, j'ai pas allumé la multiprise. Ben allumez la multiprise. Ah c'est bon, ça démarre. Ben voilà, bah merci Enzo, ouais ouais merci. Et alors, je veux absolument pas être médisant et réducteur pour ceux qui font ça au quotidien. Juste que moi, c'est pas quelque chose qui me stimulait, mais pas du tout, par exemple. Tu vois, c'est des choses où je me disais, putain, mais j'ai pas de valeur ajoutée. Je leur apporte rien, en fait, au quotidien. Je n'apporte rien aux gens qui m'appellent. Et c'était ça mon quotidien pendant. Ouais, j'ai fait 8 mois, je crois. J'ai fait de octobre à juillet 2016, je crois. Et en fait, pour ça, je ne le considère pas comme mon vrai premier job, parce que mon vrai premier job en data, je l'ai commencé du coup en 2016 en tant que consultant SAP Analytics. C'est vraiment là où j'ai commencé et où j'ai démarré dans le monde de la data et de la BI. Et comment la transition s'est effectuée justement? Est-ce que tu t'es décidé à écouter, le conseil que ton ami t'avait donné pour te lancer dans la data? Ou alors c'est vraiment une opportunité qui est tombée sur toi où tu pouvais intégrer une entreprise, dans un rôle, lié à la data? Ben, en vrai, encore une fois, tu vois, c'est fait en mode opportunité parce que ben, chez Sudarian, typiquement, ben voilà, moi je me sentais pas trop bien, même si l'équipe était au top, c'était pas très loin de chez moi, c'était génial. Et malgré tout, je me sentais pas très bien, donc j'étais un peu plus ouvert aux opportunités, donc j'avais postulé à droite, à gauche, pour des postes en plus équivalents, tu vois, le mec, j'étais sado en plus, tu vois, j'étais sadomaso, j'ai cherché à changer, mais sur des postes équivalents, donc ça avait aucun sens.
Et en fait, cette boîte-là, Cosmos, m'a contacté un peu de manière, tu vois, comme ils contactent beaucoup de monde, hein, ils m'ont dit, voilà, on cherche des gars qui ont fait de l'infra, c'est pour aller faire de la data, de la BI, mais en premier pour installer des solutions. Est-ce que ça t'intéresse? Et je t'avoue que j'ai eu beaucoup de mal au début de me dire, vas-y, je me lance là-dedans, parce que malgré tout, le métier il est complètement différent. Je passais du monde de l'infra où je devais monitorer des machines virtuelles et où appeler des utilisateurs, à aller toucher des solutions SAP que je connaissais pas du Ouais. tout, des solutions BI qu'il fallait installer que je ne connaissais pas du tout, j'ai jamais touché tout ça, ou du moins j'avais vu de très loin. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de ma zone de confort? Tu vois, j'avais 20 ans à l'époque. C'était un rôle de consultant, donc avec beaucoup de déplacements aussi. Et je me suis dit, bon, allez, en fait, vas-y, tant pis, je tente, faut que je tente l'expérience. Tu vois, à l'époque, j'avais encore la chance de vivre chez ma mère, donc je me suis dit, ben, au pire, ben, tu vois, j'aurais du chômage. Voilà, je me suis dit, j'ai quand même de la sécurité, j'ai un filet de sécurité, donc je peux tenter l'expérience et vas-y, j'y vais. Et en fait, voilà, j'ai pris l'opportunité, j'ai tenté ma chance. Et ça n'a pas été évident, je t'avoue, hein, parce que j'ai commencé chez eux en 2016 et j'ai passé les 3 premiers mois, ben, je te l'avais dit aussi un peu, hein, mais j'ai passé les 3 premiers mois à lire des bouquins en anglais de SAP sur qu'est-ce que SAP Business Objects, qu'est-ce que SAP Webby, comment tu l'installes, comment tu l'administres, comment tu le monitores. Et j'ai commencé comme ça, mais j'ai réussi, tu vois, à passer mes certifs, j'ai réussi à faire mes premières missions. Et c'est comme ça que je me suis vraiment lancé dans le monde de la data. Mais encore une fois, la data au travers de l'infra. Mais pas de la data telle qu'on connaît aujourd'hui, d'aller faire des rapports. C'est vraiment de la data, c'est j'installe des outils comme si demain tu installais des Power BI Report Server en local et tu optimises les machines, etc., etc. Et ce qui est surprenant, c'est que tu es quand même entré dans le monde de la data en passant par la porte SAP, qui n'est Mm. pas la porte la plus facile à ouvrir, on va dire. Mm. Tu as toi-même dit, tu as dû plonger la tête dans les bouquins, en anglais pour apprendre à utiliser SAP et c'est quand même un système qui est très, très particulier et ce que je veux dire, c'est que tu es pas entré vraiment par la porte, encore une fois, la plus facile à ouvrir. Non, clairement pas et pas la plus facile, mais par contre c'est, je pense, la plus formatrice parce que c'est des solutions qui sont hyper fiables, qui avancent bien, qui étaient en plus hyper déployées. Et en fait, sur mon CV, c'est ce qui m'a permis d'être aussi un peu différenciant par rapport au reste du marché de la data. Et c'était des compétences qui à l'époque étaient très très demandées. Du SAP Data, c'était très C'est toujours le déployé. cas, non? Tu trouves C'est pas? c'est toujours le cas, mais quand même beaucoup moins avec les gros acteurs qu'on a, tu vois, Data Platform et tout. Et SAP, Ouais, ça reste le leader côté ERP, hein. Il y a une stat, je crois, c'est 80% des transactions qui génèrent du chiffre d'affaires passent par un système SAP. Donc c'est un système côté ERP en tout cas qui est mondialement reconnu. Côté data, leur empreinte purement analytique, elle a un peu baissé, même si elle est toujours présente par design parce que la solution demande d'avoir des solutions SAP. Mais tu vois, à l'époque, d'avoir des certifs Web Intelligence, d'avoir des certifs des objets, c'était un peu vraiment le Graal. C'est un ouais. peu comme le Graal aujourd'hui d'avoir des certifs Databricks, Fabric et Enco. Voilà. Donc, et c'est vraiment ça qui m'a un peu propulsé dans ma carrière parce qu'après, tout au long de Cosmos, j'ai eu la chance d'évoluer. Pareil, c'était une petite société, hein, tu vois. Là, je suis dans un groupe, je suis dans une des plus grosses boîtes du monde, Microsoft, en tout cas la plus grosse capitalisation boursière, une des plus grosses. Mais j'ai commencé dans des structures où on était 20, Cosmos on était 10. Tu vois, j'ai commencé vraiment dans des petits groupes. Et Cosmos, même pour tout te dire, je suis arrivé, donc j'étais consultant en SAP Analytics, on était 3 people. J'avais 3 personnes dans mon équipe. J'avais le manager et on était 3 consultants. Donc on est tout petit, on est monté jusqu'à 9 ou 10 après, mais au début on était vraiment une toute petite équipe. Et tu trouves pas, moi c'est une opinion personnelle que j'ai, que c'est mieux quand on démarre sa carrière de démarrer dans une petite boîte où on aura peut-être plus de responsabilités, on pourra avoir plus d'impact, on pourra avoir plus de choses, plutôt que démarrer dans un grand paquebot où notre périmètre d'action est fortement limité? Ouais, ben, en fait, je pense que c'est pas fait pour tout le monde, ni l'un ni l'autre. Tu vois, il y a Ouais, des, moi, tu vois, je sais que par exemple Cosmos, on nous demandait du coup d'être hyper multitâche, d'être aussi des commerciaux, on devait être ouais, aussi des formateurs. Alors pas tout le monde était formateur, mais on demandait d'être formateur aussi, des consultants techniques, des consultants aussi un peu fonctionnels. On était vraiment des consultants hyper couteau suisse, et ça peut être aussi un peu désarmant pour certaines personnes qui ont besoin pour le coup d'avoir une tâche hyper spécifique, etc. Donc moi, je pense que ça dépend vraiment des caractères, des gens de ce qu'ils veulent faire. Moi, en tout cas, personnellement, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui motive, tu vois. C'est vraiment, j'ai vraiment ce truc où j'aime pas faire une seule unique tâche, tout le temps pareil, répétitif, ça me saoule, clairement. Et d'avoir cette capacité-là pour faire plein de choses sur plein de sujets, c'est vraiment ça qui me stimulait. Et pour le coup, en tout cas, moi, ça me correspondait bien d'être dans des petites structures comme ça, comme tu le dis,
pour pouvoir être un peu touche à tout. Tout à fait. Tu es un genre d'homme à tout faire au final, qui aime bien, Ben, bon peut-être pas tout. ouais, c'est ça, pas tout, mais en tout cas, je sais que s'il y a un truc que je comprends pas, j'aime bien mettre les mains dedans. Après, je sais mes forces et mes faiblesses. Pour le coup, bon, à l'époque, je savais pas autant, tu vois, mais là, aujourd'hui, je sais où je suis bon, très bon, et je sais surtout où je ne suis pas bon du tout, par exemple. Donc, il y a des choses que j'arrive à identifier, que je délègue ou que je ne fais pas. Mais à l'époque, voilà, je me cherchais encore un peu, hein. C'est, tu veux savoir où tu vas, ce que tu veux faire, où tu veux te spécialiser. Et c'est, pour moi, en tout cas, ça a été le meilleur moyen de me faire un peu ma place et de me construire professionnellement. Top. Et en tout cas, pour nos éditeurs, si vraiment vous êtes un profil, type électron libre qui aime bien toucher à tout, apprendre beaucoup de choses, moi, c'est une opinion personnelle que j'ai, je vous conseillerais vraiment de démarrer peut-être dans une petite structure ou alors dans une structure, où on vous laisse pas mal de liberté. Moi, c'est plus ou moins ce que j'ai fait et ça m'a permis de, bah, un peu comme Enzo, de voir pas mal de sujets différents. Bon alors, j'ai pas non plus, fait toute la partie infra que, que Enzo décrivait, pardon, mais ça m'a permis de voir, énormément de sujets que j'aurais peut-être pas pu voir, Mm. autrement dans une plus grande structure. Top. Bah, merci Enzo du coup pour, ce petit témoignage. Yes, Donc là, à cette époque-là, c'était chez Osmose, tu étais du coup, tu travaillais en tant que consultant SAP dans le ouais, domaine analytics. c'est ça. Comment est-ce que ton parcours a évolué ensuite pour atterrir dans l'écosystème Microsoft? Ben après, voilà, ça a été un parcours du coup de 10 ans au final, tu vois. C'était entre Ouais, c'était 10 ans quasiment tout pile. Donc j'ai commencé chez Cosmos, j'ai gravi les échelons chez Cosmos. Donc j'étais consultant SAP comme tu le disais. J'ai aussi en parallèle démarré une sorte de mini carrière, tu vois, une quête, une side quest comme on dit en gaming de formateur. Où j'avais aussi la chance d'être formateur chez Cosmos. Donc là, je fais un gros bisou et un gros big up à Thibaut Césari qui a été le formateur qui m'a formé à être formateur, qui est, je pense, selon moi, l'un des meilleurs formateurs qu'on peut avoir en France par sa pédagogie et par son empathie, son côté humain. Enfin, il m'a beaucoup, beaucoup apporté. Tu vois, c'est partie des rencontres qui m'ont forgé en tant que formateur, notamment. Donc chez Cosmos, j'ai fait 3 ans, j'ai été consultant slash formateur et j'ai même fini la dernière année team leader, donc à 22 ans ou 21 ans. Donc tu vois, au tout début de ma carrière, donc voilà, j'étais team leader à mon petit niveau, hein. J'avais une équipe de 4 ou 5 consultants, je crois. Mais voilà, c'était une petite fierté aussi de se dire, voilà, j'ai ce petit rôle-là de petit manager, de petit référent technique à mon petit niveau. J'étais super fier et trop content. Et ensuite, après Cosmos, voilà, j'ai voulu aller vers d'autres horizons. J'ai quitté Cosmos, donc le monde des SAP pour rejoindre la société qui s'appelle Micropole, anciennement aussi Micropole Univers, ouais. que j'ai rejoint en tant qu'ingénieur d'études confirmé BI, je crois, pareil, un peu un nom de poste un peu alambiqué. Et c'est là où j'ai commencé vraiment un peu à mettre les mains dans Power BI notamment. C'était à l'époque où Power BI sortait, hein. C'était vraiment au tout début où tout le monde le critiquait, comme on critique Fabric aujourd'hui, par exemple, au hasard, tu vois. Et là, pareil, tu vois, voilà, j'étais encore sur du SAP, mais je commençais à avoir les prémices de Power BI qui se faisaient de plus en plus entendre, de plus en plus de place. Power BI, j'avais commencé à le toucher aussi à l'époque de Cosmos, où on nous avait dit, ben, intéressez-vous à cet outil parce que c'est notre concurrent. Et ça s'appelle à l'époque, ils ont sorti un outil qui s'appelle Lumira, Lumira Desktop pour les plus anciens. Et Lumira Desktop, c'était aussi un outil DataVis avec c'est une partie un peu comme le modèle sémantique qu'on a dans Power BI. Ouais. Et c'était vraiment nos concurrents. Donc j'ai commencé à bosser dessus, à comprendre, mais je l'avoue, je reconnais, je suis coupable, monsieur. Il y a 10 ans, on se disait, ouais, Power BI, ça marchera jamais. C'est de la merde, c'est nul. Tu vois, et moi, j'étais un pro SAP à l'époque. Je dis, mais franchement, alors, le client, je dis, mais ça marchera pas. C'est comme du Excel, c'est nul, tu vois. Et aujourd'hui, je me dis, mais qu'est-ce que j'étais ridicule, tu vois. Donc bon, et voilà, donc je rejoins Micropole pas longtemps. Tu vois, Micropole, je fais 1 an et demi. Je travaille pour un seul client qui est le Conseil régional d'Île-de-France, mais je travaille sur des anciennes techno, du vieux SAP, du vieux BO. J'ai pas des projets super intéressants. Et là, voilà, je prends encore une fois le temps de m'écouter et de me dire, bah, écoute Enzo, t'es à un endroit où tu te sens pas très bien. Qu'est-ce que tu peux faire pour aller vers des technos qui seront porteuses et qui vont te permettre sur ton CV d'être différenciant, parce que pour le coup, c'est vraiment ce que je cherchais, d'être différenciant sur mon CV. Et là, pareil, j'ai l'opportunité de rejoindre une société de service, une autre société de service, en tant que prestataire en régie pour la Banque Populaire et la Caisse d'épargne, la BPCE. Ouais. À l'époque, on appelait ça ITCE, qui était le service informatique de la BPCE.
J'ai entendu une stat, je me permets de Ouais, t'interrompre. Apparemment, c'est eux les plus grands consommateurs de Power BI en France, je crois même en Europe. c'est un des plus grands. C'est un des Ouais, plus grands. Je peux pas dire l'autre, mais c'est un des plus grands. Voilà. je pense C'est un- connaître l'autre, mais je vais pas le dire. Ouais, voilà. C'est un des plus grands. Ils sont 4-5 en France à être de très gros consommateurs. Et tu vois, c'est super que tu me dis ça, parce que quand j'ai rejoint du coup le Proxiad, donc le SN, en tant que, je dis Proxiad, mais en fait au final j'ai plus travaillé chez la BPCE parce que j'étais en interne chez eux en tant que prestat. Quand je suis arrivé à la BPCE, ils venaient de faire une migration SAP, donc ils m'ont recruté pour ça de base. Ils venaient de faire une migration SAP. Et à ce moment-là, en fait, il y a 30 000 utilisateurs chez la BPCE et tout le monde faisait du SAP BO. Tout le monde, tout le monde, tout le monde, Ouais. tout le monde faisait du Webby. Il y avait très peu de Power BI ou du moins des Power BI un peu isolés dans les caisses. Et en fait, j'ai fait 2 ans et demi là-bas. Et en 2 ans et demi, il y a eu un changement de paradigme sur la data où en fait, on est passé de tout SAP pour le reporting à quasiment tout sur Power BI. Ou du moins, une roadmap focus que sur Power BI. Et c'est là où je me suis dit, c'est une boîte comme BPCE, dans le monde bancaire, bascule tout dans le cloud, toute la data sur Power BI, etc. Il y a vraiment un truc où je dois me focus, tu vois, sur cette techno-là. T'as Et senti c'est le vrai, filon. voilà, l'histoire nous prouve que oui, du coup, tu vois, mais à l'époque, j'étais pas sûr, hein. Je t'avoue que j'étais pas sûr à l'époque, hein. Là, on Fallait parle de viser. 2019, tu vois, juste avant le confinement en plus. Donc voilà, 2019. Et je me suis dit, vas-y, trop bien, t'es chez la BPCE, tu fais encore ton expertise SAP, mais en plus tu montes en compétence sur Power BI, donc génial. Donc là j'ai fait 2 ans et demi chez la BPCE. Comme je te disais, malheureusement, voilà, après il y a eu le Covid au milieu, donc il y a eu, alors j'ai pas quitté l'entreprise parce qu'il y avait plus de budget pour moi, hein, mais on sentait que les projets il y en avait moins, le Covid a fait un peu du mal à la boîte, donc il y a eu des réductions de postes, en tout cas côté prestations, beaucoup de moins de projets, et les projets me faisaient plus tant vibrer que ça. Donc là, pareil, je me suis dit, bon, tant pis, le vent n'est plus en notre faveur côté prestations chez la BPCE, où est-ce que je peux aller? Et là, pareil, je prends le risque de rejoindre une autre ESN à Marseille qui s'appelle Clanic et qui a été aussi un gros ramp-up pour moi sur le monde de la data. Et en fait, Clanic, à l'époque, c'est une ESN très généraliste ils sont sur le Prado à côté du Vélodrome. Et ils me disent, Enzo, voilà, on a envie de lancer, on a une offre data, on veut la développer. Est-ce que tu nous aides à la développer pendant que toi tu fais ta mission, tu nous aides à chercher des clients, structurer l'offre, etc. Et en fait, j'ai rejoint Clanic en tant que consultant, enfin, en tant qu'expert data, à la base des bases. Et en fait, au bout d'1 an, j'ai pris un rôle de practice leader data, où j'ai vraiment l'idée et construit l'offre data pour Clanic en les aidant en les aidant à développer toute l'offre autour de ces solutions. Et c'est un peu à ce même moment-là où j'ai fait vraiment un virage à 180 en me disant, je fais par contre un focus Microsoft. Côté data, Ok. je ne parle que Microsoft désormais. Voilà. Et c'était un parti pris, hein. Bon, pas bon, peu importe. Mais en tout cas, c'était vraiment un parti pris de me dire, ok, je change de boîte encore une fois. Ok, je suis des clients où on parlera Power BI Microsoft. Mais moi, en tout cas, personnellement, je m'investis sur cette solution-là et sur cet éditeur. Et c'est passé par la communauté. C'est là où j'ai commencé vraiment à être présent dans la communauté, tout Quanti et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vraiment là où j'ai pris ce gros virage à Microsoft technologiquement parlant. Et preuve en est, chez Clanic, j'ai commencé en 2021. Et j'ai travaillé pour la CMA CGM, j'ai travaillé pour Marfret que sur des technos Power BI et ou Microsoft type Synapse, etc. Azure Data Factory. Et pendant 3 ans, voilà, j'ai fait ce gros focus-là, en tout cas personnel Microsoft. Mais moi, chez Clanic, j'avais ce côté de je pilote une practice data qui est hyper généraliste. Je vendais autant du talent que du SAP, que du Click, que du Microsoft. Et du coup, j'avais encore cette frustration de me dire, putain, je vends du Microsoft. Moi, je suis passionné par Microsoft, par Power BI. Mais dans ma boîte, du coup, je vends pas que de ça parce que les clients ne veulent pas que du Microsoft tout le temps. Et du coup, j'ai eu cette petite frustration de me dire, c'est chiant. Tu vois, c'est chiant. Et là, pareil, encore une fois, une opportunité, un truc de fou. Enfin, j'ai un ancien RH qui s'appelle Benjamin, pareil, il se reconnaîtra sûrement. Benjamin qui m'appelle, qui me dit Enzo, écoute, il y a 5 ans, j'ai essayé de te recruter quasiment, bon, je veux dire, chez KPMG. Et moi, j'ai quitté le groupe. Maintenant, j'ai rejoint une société qui s'appelle Delaware. On cherche un practice leader data Microsoft. Est-ce que tu veux nous rejoindre?
En gros, c'est fait comme ça, tu vois, de manière Ouais. impromptue. Pour tout te dire, j'étais au Le Power timing 300. est incroyable. Ouais, j'étais au Power 365 à Lille, en train de faire un événement, tu vois, c'est l'événement de Guillaume Godefroy, un événement Qu'on communautaire. salue au passage. Ouais, ouais, qu'on salue. Et il m'appelle, je dis ouais, ben franchement, vas-y, go. Enfin, ça me chauffe trop, tu vois. Donc j'ai fait les entretiens. Et là, pareil, je rejoins du coup en 2023, je rejoins Delaware en tant que porteur d'offres data Microsoft. Et là, pareil, je construis l'offre pendant 2 ans sur ces technos-là. Et en fait, par la force des choses, ben, par le fait que je m'implique beaucoup dans la communauté, par le fait que je monte une offre Microsoft en partenariat avec Microsoft, ben, je me fais voir chez Microsoft, je me fais des contacts chez Microsoft. Et en fait, par la force des choses, un jour, il y a un poste qui ouvre, un rôle de solution engineer, celui que j'ai aujourd'hui. Et j'ai un ami, Amar, hein, qui va Qu'on se salue reconnaître. Hein. également. Donc, on De salue Data également, Chouette. voilà, des Tata Chouettes, qui me dit Enzo, franchement, le poste il est fait pour toi, postule, vas-y, moi je te parraine, je vais parler de toi, les gens te connaissent, le poste il est fait pour toi, il est taillé pour toi. Et pareil, tu vois, ça tombe sur un timing où moi je me sens bien chez Delaware, ça se passe bien, on a Ouais. construit une belle équipe, on est monté à 12 people, tu vois, on a commencé l'équipe, on était 3 Microsoft, on passe à 12 personnes. Le business n'est pas non plus au beau jour, tu vois, mais c'est pas grave, ça se passe bien. Et je me dis, ben, vas-y, je vais tenter, tu vois, parce qu'en fait, oui, rejoindre l'équipe Microsoft, d'être au plus proche de l'équipe produit, d'être au plus proche même du produit en lui-même, c'est génial, tu vois. Et je fais en fait les entretiens, ça se passe trop bien. Et en fait, voilà, début janvier de cette année, je rejoins Microsoft en tant que solution engineer, qui est en fait un peu un rôle que j'avais chez Clanic et chez Delaware. C'est vraiment ce côté-là de développer une offre, donc là sur un périmètre plus restreint, mais vraiment ce côté-là avant-vente, pré-sales. Et c'est comme ça que je me retrouve chez Microsoft 10 ans après, quoi. Voilà. Sacré parcours en tout cas. Du, Ouais, euh, du baccalauréat ressources humaines jusqu'à Solutions Engineer chez Microsoft. bah, c'est vrai que quand j'y repense, ça fait. Qui Ouais, l'eût cru? ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ça. Je me dis, je me serais jamais dit rejoindre Microsoft sur ce rôle-là, dans ces conditions-là. Clairement. Jamais. Et je me reconnais aussi dans ce que tu disais quand tu étais chez Delaware, même si ça se passait très bien, que tu te sentais bien, parfois il y a des opportunités que la vie nous envoie, on ne peut pas refuser malheureusement, même si derrière on est forcé de quitter une entreprise où on se sent bien. Là pour le coup, je comprends clairement ce que tu expliquais, c'est des opportunités que peut-être qu'on n'aura qu'une seule fois dans notre vie et qu'il faut savoir saisir, si, Mhm. si on sent que c'est la bonne chose à faire. Mais en fait, c'est exactement ce que je me suis dit. Puis, en plus, pour être tout à fait transparent, c'était pour moi en plus une année en plus 2025 un peu compliquée sur plein de plans personnels, professionnels. Enfin, j'ai eu des belles, tu vois, j'ai eu ma fille qui est née, mon troisième enfant qui est né en 2025, donc j'ai eu plein de choses, tu vois, qui étaient belles, mais il y a eu des complications aussi pour sa naissance, donc j'ai passé beaucoup de temps à l'hôpital. Et en fait, tout ça est tombé au même moment, tu vois, la naissance de ma fille, son hospitalisation, les entretiens avec Microsoft. Et en fait, il y a eu plein d'éléments où je me suis dit, mais faut pas que tu y ailles en fait, Enzo. Laisse tomber, reste tranquille chez Delaware, fais ta vie chez Delaware, ça se passe bien, reste dans ton train-train. Et en fait, au final, tu vois, tout s'est bien terminé. Je me suis dit, ben en fait, non, vas-y, go. Vas-y, la vie elle est trop courte, faut tenter. Et C'est ça. voilà, et tu vois, typiquement avec Delaware, on s'est quitté en très bons termes. Et encore aujourd'hui, moi je travaille avec eux, il n'y a pas de débat, tu vois, même eux, au bout d'un moment, ils ont été forcés de reconnaître que ben, faut y aller, faut tenter l'expérience, et si ça se passe pas bien, ben, tant pis. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, moi, ça se passe très bien chez Microsoft, et je suis heureux d'avoir pris ce pari-là parce que ben, je pense que je peux aller loin encore là-dedans. On te le souhaite en tout cas. Surtout Merci. avec le parcours que tu as eu, je pense que ça va en inspirer plus d'un parmi ceux qui nous écoutent. Mais écoute, j'espère. Si au moins un, ce sera déjà ça. Et d'ailleurs, bah, du coup, avec tous les rebondissements qu'il y a eu dans ton parcours, tous les, changements d'orientation, est-ce que tu trouves qu'il y a eu des moments charnières dans ce parcours? Ça peut être des rencontres importantes, ça peut être, bah, des posters dans le couloir, Mm, un projet marquant, bah, même un échec, une remise en question. mm. Ben, en effet, le poster, c'est l'élément marquant. Clairement, tu as raison. J'ai jamais trop fait un focus dessus, mais tu as raison de le rappeler parce que quand j'y repense, c'est fou, tu vois. Donc, tu as totalement raison. Euh, moi, je pense que Cosmos a été vraiment quelque chose qui m'a lancé, qui a été très charnière
dans mon expérience. C'est là où je me suis fait mon réseau, c'est là où j'ai appris à parler à un client, c'est vraiment là où j'ai appris à faire de l'avant-vente. C'est là où j'ai eu les plus grosses galères sur des projets, etc., où tu te retrouves un peu seul, le bec dans l'eau. À l'époque, il n'y avait pas ChatGPT, il n'y avait pas Claude, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Donc, tu cherchais C'est l'info clair. au fin fond des forums où c'était un Indien qui avait répondu, tu vois, à 2 heures du matin, enfin, un truc de fou. Surtout avec SAP. Ouais, non, mais c'était monstrueux, tu vois, mais c'était charnière. Pareil, tu vois, la rencontre avec Thibaut, pour moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup porté. Dans mon alternance aussi, j'ai eu 2 maîtres d'apprentissage qui ont été, voilà, je leur fais un gros bisou à Eric et Jean-Marc, hein, ils ont été, je souhaite à tout alternant qui fait une alternance d'avoir des maîtres d'apprentissage comme ça, parce qu'ils ont été pour moi des modèles, mais aussi une épaule sur laquelle j'ai pu me reposer quand c'était le rush de partout. Ils ont pris le temps de me former, de m'écouter, de m'aider, donc ça a été incroyable. Et, et après, dans l'ordre, tu vois, voilà, donc ça a été le poster, mon alternance, Cosmos. Il y a eu un moment charnière un peu moins drôle. Ça, pareil, je l'avais évoqué, et par respect pour le SN, je dirais pas le nom, mais après Cosmos, j'ai eu l'opportunité de rejoindre une SN qui m'avait promis un peu mon émerveil. Et en fait, au bout de 2 semaines dans cette ESN-là, je me rends compte que c'est pas la réalité, que le projet Ouais. pour lequel j'ai été recruté, le projet était tombé à l'eau. Bon, pas forcément de leur fait, tu vois. Mais voilà, et je me sentais pas bien dans le SN. Et en fait, j'ai jamais, je me suis jamais, comment je peux te tourner ça, tu vois, mais c'est dans le sens où j'ai toujours pris le temps de m'écouter. J'ai toujours pris le temps de m'écouter, comme je me suis écouté pour mes études, par exemple, où j'ai dit là, l'école privée, elle me plaît pas, je change. Là, pareil, je me suis dit là, le SN dans lequel j'ai rejoint, ça fait 2 semaines que je suis là. Ce que j'ai vu en 2 semaines, ça me plaît pas. En tout cas, moi, ça correspond pas à mes valeurs et je me projette pas là-dedans et je vais changer. Tu vois, donc j'ai pris le risque, pareil, je quitte le SN au bout de 2 semaines, je fais un abandon de poste, enfin pas abandon de poste, pardon, je fais une rupture de ma période d'essai en anticipé et je rejoins Micropole par la suite, tu vois. Donc ça a été vraiment des moments charnières où, en fait, tous les moments dans ma carrière ont été charnières, mais là, pour le coup, ça a été vraiment ce truc où j'ai dit, allez, je m'écoute. Et tant pis si je me trompe, mais je me serais écouté, j'aurais été en phase avec moi, ce que Ouais. je veux, ce que j'aime. Et voilà. Donc, et après, dans une autre mesure, ça a été des moments comme chez Clanic je me suis vraiment amélioré sur la partie vente, commerce, création d'offres, etc. Donc voilà, c'est vraiment ces moments charnières-là que je mettrai en avant aujourd'hui. C'est vrai que l'instinct est le meilleur des conseillers et parfois on a tendance à le négliger alors que, notre, notre soi nous communique des informations mais qu'on n'écoute pas forcément et toi pour le coup, tu as eu le courage de t'écouter toi-même C'est et ça. de faire ce que tu voulais faire. Complètement. Puis, je pense qu'il y a aussi ce côté-là, tu sais, où on se met un peu une pression sociale aussi. Et c'est pas très bien vu, c'est de quitter des CDI, de démissionner. Enfin, quand je dis c'est pas très bien vu aux yeux du plus grand nombre, dans ce sens-là, tu vois. Moi, je sais qu'à chaque fois que je démissionnais, j'avais ma grand-mère ou ma mère qui me disait: «Ah, mais qu'est-ce que tu fais? T'as un bon poste, t'es bien payé, nanana», tu vois, le truc un peu de boomer, tu vois. Et dans un sens, je pouvais le comprendre. Et dans l'autre, je disais, mais non, en fait, moi, c'est pas ça. Moi, ma vie, je veux être stimulé. Et si je peux mieux gagner et encore plus me plaire dans un autre boulot, ben, tu vois, il y a pas un monde où j'y vais pas, en fait. Voilà. Et si je me trompe, ben, tant pis, je retrouverai. Et j'ai eu toujours cette confiance où je me suis dit, j'ai toujours mis un point d'honneur à être toujours en bonne relation avec les gens, sauf ceux qui sont vraiment, désolé pour la vulgarité, qui ont été cons avec moi. Typiquement, là, j'ai pas gardé de relation, mais tous les autres, en tout cas, j'ai toujours fait en sorte d'être juste, d'être droit, d'être honnête avec eux, d'être sympa aussi, et de construire mon réseau comme ça. Et je me suis toujours dit, peut-être par abus de confiance, hein, mais je me suis toujours dit, ben, au pire, je retrouverai, tu Ouais. vois. Voilà. Donc, bon, je sais pas à quel point ça marchera, ce discours-là, mais je me suis jamais trop inquiété sur le fait de me dire, si ça marche pas, je retrouverai rien. Ça j'y crois pas, en fait. J'y crois pas parce Ouais. que les exemples parfaits que j'ai, c'est de me dire, je fais mon BTS, je démarre dans une école privée, je trouve une alternance. Tu vois, c'est un peu le truc rêvé pour tout le monde garde, je trouve tout ça. Et je prends malgré tout le risque de quitter cette alternance-là. Et 2 semaines après, je trouve un CDI en tant que technicien support, tu vois. Et je me dis, mais en fait, c'est qu'une question de volonté, c'est qu'une question de recherche, de persévérance. Et ça a été un peu un leitmotiv de me dire, bah, en fait, oui, bah, si tu as réussi, toi, à ton petit niveau, juste avec un BTS, à retrouver un CDI en 2 semaines, mais en fait, si tu as de l'expérience, si maintenant, comme moi aujourd'hui, j'ai 13 ans d'expérience, je me dis bah, que je peux y arriver aussi. Voilà. Et avec le recul, est-ce qu'il y a des éléments qui t'ont fait vraiment progresser? Tu as déjà mentionné, bah, ton alternance et notamment tes maîtres d'alternance, enfin, je sais plus c'était quoi le terme,
Ouais, euh, méthode d'apprentissage, on appelle méthode ça, je crois. d'apprentissage, pardon. Ah ouais. Est-ce qu'il y a vraiment des éléments comme ça qui t'ont vraiment fait progresser, des feedbacks que tu as reçus? Ouais, alors, moi, en fait, ce qui me fait le plus progresser vraiment, c'est, alors c'est pas forcément des feedbacks, c'est de partir, en mission chez le client seul. Ouais. Et moi, Quand on met vraiment la main à la pâte et qu'on est face au client, voilà. Et moi, j'aurais la même réponse. je revois, moi, tu vois, ma première mission où je suis parti 3 semaines à Chartres faire l'installation d'une solution SAP, où je me suis retrouvé seul face à moi-même à faire une installation et une migration. Et en fait, c'est ça qui a été le plus formateur, tu vois, le plus formateur. Et là où, par contre, j'ai jamais eu de mal à dire les choses, c'est je suis quelqu'un, je pense, de très ouvert et je sais dire quand ça va pas. Et j'ai jamais eu de mal à lever la main. Aussi à dire là, les gars, je suis en galère, Ouais. aidez-moi, dites-moi ce qu'il faut faire. Alors évidemment, ça c'était un peu en dernier recours, en mode j'ai tout cherché, j'ai rien trouvé. Mais voilà, c'est vraiment ça, c'est d'aller sur le terrain. Mais parce que je suis comme ça, tu vois, typiquement, c'est qu'il y a plein de gens, ils seraient dépourvus, ils perdraient leurs moyens d'être comme ça, laissés à l'abandon, laissés seuls. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal, au contraire, c'est chacun est différent. Mais moi, en tout cas, c'est ça qui me motivait, tu vois, d'être au pied du mur, même parfois, et c'est là où je retrouvais le plus de ressources. Mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup, notamment chez les consultants, qui ont peur, d'appeler à l'aide. En fait, ils voient ça peut-être un peu comme un aveu de faiblesse quelque part parce que, Mhm. bah, ils arrivent pas à se sortir sur un projet, alors qu'en réalité, bah, ça arrive à tout le monde de rencontrer des difficultés, Ah, mais. d'avoir besoin d'aide Mm. et bah, là où ça change tout, c'est en fait, est-ce que tu auras le courage ou non d'appeler à l'aide? Pour beaucoup de personnes, bah, beaucoup de personnes ne disent rien au final, Mm. restent silencieux et ça n'arrange pas le sujet. Mais c'est ça. Ouais, puis moi, je me suis, j'ai un ami aussi qui m'a toujours dit, tu sais, on fait pas des métiers qui sont vitaux. Ouais, c'est Tu ça. vois, on m'a toujours dit, pareil, là, c'est une pensée pour mon ami Michael. Il m'a toujours dit, tu sais, on n'est pas des Merci. chirurgiens qui, on n'est pas des chirurgiens qui ouvrent, qui faisons des opérations à corps ouvert. Tu vois, on sauve pas des vies, C'est etc. clair. Et ça, je suis totalement d'accord. Et moi, je me suis toujours dit un truc, c'est que, au final, tu vois, pareil, je veux pas être réducteur sur nos métiers, mais nous, on ne fait que exploiter des solutions qui ont été développées. Tu vois, moi, tu vois, j'estime pas être un cadre de Power BI ou l'expert ultime de Fabric parce que je me dis toujours, mais en fait, pour moi, l'expert ultime, c'est le mec qui a développé Fabric, c'est le mec qui a développé Power BI, qui connaît son produit par cœur. Moi, je suis juste le mec qui va exploiter ce qu'il a fait, tu vois. Donc, on peut être bon à ce niveau-là. Mais moi, je me dis toujours, en fait, les gens, ce qu'ils ont appris, je peux l'apprendre aussi. Typiquement, je pense pas être plus bête qu'un autre. Et je me suis toujours dit, en fait, je me suis toujours comparé, mais positivement, en me disant, mais en fait, lui, il sait faire ça. Ben, moi, si lui, il a réussi, je vais réussir aussi. C'est sûr et certain. Parce que je me dis, je vois pas pourquoi lui, il n'y arriverait pas. Tu vois, qu'est-ce qui fait que lui, il y arrive plus que moi? En fait, on en est juste là à exploiter une solution, exploiter un outil qui a été développé. On n'est pas là à devoir le développer, l'outil. On est juste là pour l'exploiter. Donc, en soi, il faut juste prendre le temps de l'apprendre, reprendre les bases, etc. Et c'est toujours comme ça que j'essaie aussi un peu de me rassurer et de me motiver pour me dire, Enzo, tu peux le faire. Franchement, tu peux le faire, tu as les Ouais. compétences pour le faire, tu es en capacité, tu as un cerveau comme tout le monde, tu peux connecter deux neurones, donc tu peux y arriver. Voilà. Ouais, il faut avoir une sorte de mindset optimiste où, voilà, on n'aura pas peur de demander, de lever la main, même de rencontrer des échecs Hmm. et c'est justement avec ce genre de situation qu'on apprend beaucoup. Et Ouais, bah, complètement. justement, ça me fait une très bonne transition avec ma question suivante. Est-ce qu'il y a un échec ou une erreur qui t'a permis d'apprendre, de beaucoup apprendre? Ça peut être une mauvaise communication avec les équipes, parfois ça arrive. Ouais. Je réfléchis, mais j'en ai plein qui me viennent en tête parce qu'il y a plein de choses, tu vois, où j'ai fait des erreurs et j'en fais encore aujourd'hui, tu vois, mais dans ma première expérience Cosmos, tu vois, il y a une erreur qui m'a beaucoup marqué, c'est de louper ma première certification sur SAP Webby, par exemple, que j'avais très mal préparé, où je m'en suis voulu à mort en me disant putain, enfin, j'ai fait perdre de l'argent à la boîte, j'ai mal préparé, tu vois, donc ça c'est un truc tout con, mais c'est pas très important aujourd'hui Oui, quand c'est tu mets, clair. quand tu mets en parallèle, tu vois, de ça, mais moi ça a été un truc qui m'a marqué. Et après, autre chose qui m'a marqué aussi, pareil chez Cosmos, au tout début, où j'étais manager, enfin plutôt team leader, entre guillemets, tu vois, j'avais ce truc où je faisais beaucoup confiance aux gens, une confiance presque un peu aveugle, et où je contrôlais pas ce que les gens faisaient. Et ça m'a servi 2, 3 fois de leçon où on me disait oui, oui, le projet il avance, tout va bien, et moi je disais ouais, bah, ok, tu m'as dit c'était bon, je contrôle pas.
Et en fait, on se retrouve 6 mois après, le client il m'appelle, qui me dit de tout parce que ça n'a pas avancé, que ça marche pas, que ça bug. Et ça a été vraiment, ça je l'ai vécu 2, 3 fois sur plein d'expériences différentes. Et en fait, aujourd'hui, non pas que je fais plus confiance, mais par contre, je demande toujours à vérifier. Et l'adage de dire la confiance n'exclut pas le contrôle, elle est totalement vraie. Et au contraire, maintenant, je vois plus ça comme une marque de respect, de dire, OK, tu me dis que c'est bon, bah viens, montre-moi ce que tu as fait, comment tu l'as fait, de challenger le sujet, plutôt que de dire, OK, tu l'as fait, allez, c'est bon, je m'en fous, d'accord, et vas-y, je te signe le truc, le projet est livré et on en parle plus, tu vois. Donc, moi, c'est un peu ces erreurs-là que j'ai fait jeune, que j'essaie de plus faire, en tout cas aujourd'hui, de se dire un peu, c'est un peu la politique de l'autruche. Voilà. Ouais. Donc, c'est un peu ce truc-là qui m'a vraiment marqué. Voilà, moi, j'ai vraiment un projet où on a vraiment eu des discussions houleuses avec un client, où le client, voilà, il était très, très durant et justement, hein, parce que le gars n'avait rien fait. Donc, voilà, j'ai un autre exemple où, chez Clanic, on avait démarré un projet pour une boîte dans le retail et, euh, et on avait pris un freelance qu'on a recruté un peu sur le pouce à la va-vite. Et cette précipitation-là nous a coûté cher parce qu'on a recruté en fait au final un gars qui comprenait pas trop la data, qui maîtrisait pas trop l'outil, et on se retrouve au bout de 6 mois de prestation où le gars il aurait dû faire une table d'historisation et il a fait une table sans histo, sans rien, et en fait le besoin n'était pas du tout répondu. Donc tu vois 30 000 euros jetés à la poubelle, enfin voilà. Et ça c'est vraiment des projets moi qui m'ont marqué, et aujourd'hui je me dis ok, il y a des arnaqueurs partout. Dans l'informatique, il y en a aussi. Et il faut faire On gaffe. n'est pas Voilà. épargné. On n'est pas épargné, clairement. Mais après, c'est anecdotique parce que bon, il y a rien de grave dans tout ça. Mais voilà, aujourd'hui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je fais attention à ce que les gens me disent, comment ils le font aussi. Et au contraire, du coup, je me dis, si je contrôle, c'est pas que j'ai pas confiance en toi, c'est que je veux juste voir le travail que tu as fait, par respect pour ton travail aussi, et qu'on puisse être sûr qu'on délivre la meilleure qualité possible aux clients. Voilà. Top. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fier? Des résultats, par exemple, Hum, que vous avez eu sur ce projet-là, de l'impact que ça a amené? Ouais, alors là pour le coup pareil, tu vois, j'en ai plein, mais je pense à mon premier projet data chez Marfret où on a mis en place toute la stack BI de A à Z pour faciliter le contrôle de gestion, tu vois, qui perdait quasiment, je crois, 15 jours par mois à faire des Ouais, contrôles manuels, à un truc 100% c'est énorme. automatisé ou ah oui, non, mais complètement, c'était stratosphérique, tu vois. Donc moi, c'est vraiment ce type de projet-là qui m'ont marqué. Donc Marfret, c'est vraiment été le truc de on part de contrôleurs de gestion qui font presque du papier crayon parfois pour faire leur contrôle de gestion à une solution tout en un, hyper digitalisée, avec des automatismes avec Power BI, une vraie plateforme data à l'époque sur Synapse, mais une vraie plateforme data. Et moi, c'est vraiment ces projets-là qui m'ont galvanisé parce que je sentais vraiment un intérêt technique et aussi un apport humain qui était énorme. Donc, mais paradoxalement, ces projets, tu vois, j'en ai plein. J'en ai aussi la CMA où, pareil, l'équipe de contrôle de gestion de CMHI puis pilotait 1 milliard de chiffre d'affaires avec du fichier Excel. Ce qui était hyper critique pour eux parce que ça marchait super bien, mais les limites d'Excel faisaient que, au bout d'un moment, ça marchait moins bien. On leur a fait une appli mobile avec Power BI, tout ça, fait un truc de fou, c'était génial. Mais moi, c'est pas ces projets-là qui m'ont vraiment fait vibrer. En tout cas, c'est pas là où j'ai pris le plus de plaisir. Le plus de plaisir que j'ai pris, en tout cas, et dont je suis le plus fier, c'est à chaque fois les formations. J'ai ce truc, tu vois, de dire, quand je fais des formations, je suis trop content c'est vraiment bête ce que je te dis, mais je suis trop content de voir les gens comprendre. Ouais. Tu as l'amour Et- d'enseigner au final. C'est ouais, même c'est ça. peut-être pour ça que tu partages du contenu sur LinkedIn et les autres réseaux. Complètement. C'est, Et moi, tu vois, ce truc de quand j'explique du DAX ou qu'on explique les contextes de ligne, contextes de filtre, etc., et que les mecs, ils sont putain, mais oui, ok, là je comprends. Mais ça, je suis trop heureux, tu vois, ça me rend trop heureux. Je me dis, voilà, là, en fait, j'ai été utile. J'ai été utile. Donc, tu vois, c'est pas forcément que la technique qui m'anime, c'est plus vraiment cette relation-là avec le client, avec l'utilisateur. la passion de transmettre. Ouais, Ouais, exactement. et ça se ressent aussi sur tes posts LinkedIn. On pourra en parler plus tard de toute façon, mais enfin, ça se voit que tu es quelqu'un qui aime vraiment échanger, partager, transmettre de l'information et hem et en tout cas, ça se ressent avec ce que tu dis. Yes. Et avec ton recul, et toute ton expérience, selon toi, qu'est-ce qui fait vraiment passer quelqu'un de bon à très bon dans les métiers de la tech? Là, je te demande par exemple peut-être des soft skills ou alors même des hard skills. Est-ce que toi, il y a des éléments que tu as pu remarquer qui font vraiment la différence chez un consultant data, chez un ingénieur data?
peu Mmh. importe. Ouais. Alors ça, je trouve, c'est même un grand débat qu'on peut avoir. Ça pourrait même faire le sujet d'un podcast à part entière. J'en ai beaucoup parlé avec Charles-Henri, notamment, de la communauté aussi, à qui on fait un gros bisou. Heu, pour moi, en tout cas, un bon consultant de data, ça reste vraiment mon avis. Moi, c'est comme ça que je me suis développé. C'est Ouais. les soft skills qui priment aujourd'hui. La Je pense aussi. communication, la manière de s'adresser à un client, la manière de rendre des choses accessibles. Et encore aujourd'hui, tu vois, il y a 10 jours chez un client, chez un CHU, d'arriver de lui démystifier ce que c'est Fabrice, ce que ça fait, ce que sont les licences, qu'ils comprennent bien les choses. Moi, je trouve que c'est vraiment ça qui fait la différence. Mais en fait, après, voilà, un consultant de data, il peut être comme moi, côté un peu avant-vente, encore un peu dans la technique. Un consultant de data, il peut être aussi dans l'expertise. Malgré tout, notre métier, il est fait par et pour les utilisateurs. On ne fait rien aujourd'hui qui n'est pas utilisé par un end user à la fin. Et si cet end user ne comprend pas tout ce qui est fait de bout en bout, même en surface, ça ne peut pas marcher. Il ne peut pas y avoir d'adhésion, etc. Donc moi, je reste persuadé que la communication, la vulgarisation, rendre ses propos accessibles font d'un consultant qui est correct un très bon consultant. Et ça pas qu'avec ses clients, hein. Ça aussi avec ses managers, avec ses collègues, etc. Et moi, j'ai toujours eu ce truc de je, je fais toujours en sorte d'être accessible intellectuellement, socialement. Voilà, c'est de me rendre accessible et open pour engager n'importe quelle conversation et de la rendre accessible. Voilà. Donc moi c'est un truc que je supporte pas, par exemple, quand on fait une presse technique et que le mec il me matraque d'acronymes, de termes qui se fait en mode tunnel, tu sais, et le Spark tu l'optises comme ça, le ci, le là, tu fais un DAX, nanana. En fait non, moi je marche pas comme ça. Donc moi c'est ce que je dirais, et je le répète à chaque fois, mettez un point d'honneur sur votre communication et surtout, 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 soignez votre réseau. Pareil, encore aujourd'hui, je peux pas citer le client, mais il va se reconnaître, hein. Aujourd'hui encore, je retombe sur un client que j'ai rencontré en 2017, avec qui j'ai loué une très bonne relation, qui là se pose la question de passer sur Fabrique, d'un grand groupe, tu vois. Et en fait, on se retrouve et ça fluidifie les échanges, ça accélère le process. Et c'est un truc, si je ne l'ai pas rencontré il y a 7 ans, ou alors si je l'ai rencontré mais que j'ai pas gardé ce lien et ce contact-là, peut-être ça ne m'aurait pas aidé aujourd'hui. Au contraire, ça m'aurait peut-être desservi. Donc, soignez votre réseau. Les gens, vous les recroisez toujours, tôt ou tard. Ouais, Vous les recroisez les toujours. petits. Mm, mm. Surtout quand on travaille dans un système aussi, enfin, si on travaille dans l'écosystème Microsoft, par exemple, où au final, tout le monde se recroise un jour ou l'autre. Ah, Vraiment, mais le monde est plus petit que ce qu'on croit complètement. et donc ouais, je suis totalement en phase avec ce que tu dis. Alors, il me reste quelques questions avant la fin. Je voulais te demander, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut se lancer dans la data aujourd'hui? Si, Mhm. tu par exemple, Enzo, en 2012 qui, traversait les couloirs du CDI, quel conseil donnerais-tu à cette personne si tu voulais, démarrer dans la data directement? Ouais, ben, alors, c'est fou parce que les conseils que j'aurais donnés au moi d'il y a 10 ans, si j'avais été en 2013, c'est pas les mêmes conseils que je donnerais à l'heure d'aujourd'hui, typiquement. OK. Parce que le monde technique a tellement évolué que on peut pas avoir les mêmes conseils. Je dirais tout ce que je t'ai dit par rapport aux soft skills, la communication, la résilience, la patience aussi, s'écouter. Ça, c'est vraiment les conseils que je donnerais, mais c'est des conseils très génériques qui peuvent s'appliquer à n'importe quel domaine. Spécifiquement la data, moi, je pense qu'il y a un fort intérêt aussi à bien reprendre les fondamentaux et pas à se jeter dans les solutions techniques qu'on nous met à disposition. Je suis le fan numéro un de Fabric, évidemment, mais moi, je dis toujours qu'avant de comprendre Fabric, il faut comprendre ce que c'est la data, ce que c'est la BI. Et quand je dis comprendre ce que c'est la data, c'est même comprendre la définition même d'une donnée. C'est quoi une donnée? C'est une ligne dans une table, c'est un fichier PDF, c'est une image. Et en fait, de bien comprendre que c'est tout ça à la fois, qu'une donnée, elle peut être en temps réel, qu'une donnée, ça peut être une borne qui est en mer, qui mesure la taille des vagues, ça peut être votre téléphone qui prend la température. La donnée, elle est de partout aujourd'hui, de bien comprendre ça, que cette data, en fait, elle est indispensable pour beaucoup de monde, que tout le monde est concerné par ces sujets-là, et de comprendre aussi le cycle de vie d'une donnée, pardon, dans le monde analytique, que la donnée telle qu'elle est générée, c'est pas une donnée qui est exploitable, qu'il faut la retravailler, qu'il faut la stocker, qu'il faut la mettre à disposition, qu'il y a des règles qui régissent un peu tout ça.
On va parler le fameux data mesh, Ouais. les fameux modes médaillon, etc. Et en fait, tous ces fondamentaux-là, tu vois, c'est con, mais moi, j'ai fait des entretiens des fois où les mecs, ils savent pas ce que c'est un MCD, par exemple. Et c'est fou, mais c'est les fondamentaux même de la data, de la BI. Enfin, c'est pas que propre à la BI, le MCD, évidemment, mais c'est pour moi hyper structurant pour se projeter et aller plus loin. Et surtout, c'est des notions que l'on retrouve partout, peu importe le cloud provider sur lequel on travaille, peu importe la technologie, Mm, mm. toutes les notions que tu as mentionnées, moi j'en rajouterais même toute la partie modélisation avec, tout ce qui est modèle en étoile et cetera. C'est en effet des notions que l'on retrouve partout, donc c'est, très intéressant de commencer par ça, parce qu'encore une fois, c'est très présent dans presque toutes les entreprises du monde et ça reste, le modèle Anatole que je viens de mentionner, ça existe depuis même avant ma naissance, je crois. Ouais. Donc, parce que il y a un bouquin que je lis en ce moment là-dessus qui est sorti, bon, quelques années après ma naissance en réalité et donc voilà, je te rejoins clairement là-dessus. Ouais, voilà, et c'est moi, c'est ce que je dis un peu à tout le monde, c'est focalisez-vous sur les fondamentaux. Et après, évidemment qu'il faut spécialiser. Il y a pas d'intérêt à aller être pro Databricks, pro Fabric, pro GCP en même temps. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Enfin, moi, en tout cas, j'en connais pas encore. Mais il faut faire un choix tôt ou tard. Ouais, Mais je reste persuadé, et au plus profond de moi, que si vous maîtrisez ces aspects-là autour des soft skills, si vous maîtrisez ces aspects-là autour des fondamentaux de la data, de la BI, vous pouvez sur n'importe quel techno. Voilà, clairement. c'est Donc, clair. et puis gardez aussi en tête vraiment, j'insiste bien, que la data, c'est un métier technique, certes, mais c'est un métier qui est fait pour les utilisateurs de base. Tout ce que vous allez faire, c'est fait pour des users. Donc, si vous savez pas faire un recueil de besoins, si vous savez pas comprendre l'utilisateur, si vous savez pas lui tirer les vers du nez, vulgariser son besoin fonctionnel en solution technique, vous n'y arriverez pas. Ou en tout cas, si peut-être vous y arriverez, mais vous resterez un consultant lambda, et c'est très bien aussi, hein, c'est pas réducteur. Mais voilà, je pense que si on veut vraiment réussir là-dedans, c'est ce qu'il faut faire. Et moi, j'ai un petit message à faire passer aussi, c'est n'ayez pas honte d'utiliser de l'IA. J'ai l'impression qu'il y a ce truc de presque on juge ou on se juge. Alors, je ne sais pas à quel point toi tu le ressens, Mikaï, Je le sens aussi. mais moi, j'ai aucune honte à dire que, alors, nous, on a tous les outils qu'il faut chez Microsoft pour faire de l'IA générative, on a toutes les licences Copilot et tout ce qui s'ensuit, tout ça, tu vois, mais moi, j'ai pas honte de dire qu'il y a plein de choses que j'ai construit auparavant dans les années précédentes avec de l'IA. J'ai pas honte de dire que toutes les nouveautés que je trouve sur Fabric Power BI, je viens de les parser dans de l'IA pour me faire des résumés pour que je puisse réutiliser dans LinkedIn, tu vois. Enfin, aujourd'hui, j'ai des outils à ma disposition pour augmenter ma productivité. Et en fait, je vois pas ça en mode je vais moins bosser. Je vois plutôt en ça, je vais bosser le même temps, mais faire beaucoup plus. Tu vois. Et n'ayez pas honte de maîtriser ces solutions d'IA. Enfin, vraiment, quand je vois qu'aujourd'hui, avec un rapport Power BI, on peut générer du TMDL automatiquement Ouais. pour faire tout le DAX, etc. Mais pourquoi s'embêter à aller refaire des copier-coller de mesures DAX, s'emmerder à faire des clics droits, colonnes. Enfin, non. Enfin, utilisez des outils qui vous aident à être plus efficace. Voilà, n'ayez pas honte de le faire. J'ai l'impression qu'à chaque grande révolution technologique, il y a une phase pendant laquelle c'est un peu la honte de se servir de cette technologie. Mm. C'était pareil quand on a eu les prémices du cloud. Il y en a beaucoup qui, faisaient un peu du gatekeeping. Alors désolé, j'ai pas le terme français, mais en gros, voilà, moi je fais du on-premise, le cloud, je connais pas, c'est la honte Mm, d'utiliser ça mm. Ouais, et c'est pareil même au niveau des nouveaux langages de programmation. «Oh, je fais du Python, moi je fais mon Java, mon C++», c'est ça. enfin c'est un pattern que j'ai beaucoup observé personnellement dans ma carrière. Mm. Ouais, puis moi, tu vois, c'est bête, mais j'ai fait venir mon petit frère, Tidio, qui est venu faire son stage de première avec moi chez Delaware, justement en data. Et je lui dis, voilà, je t'ai généré un rapport de stage qu'avec ChatGPT. Je t'ai tout fait avec ChatGPT. Il me dit, ah ouais, mais t'as utilisé ChatGPT et tout. Je dis, ouais, ouais. Et j'ai fait, et tu vas utiliser ChatGPT pour répondre au questionnaire de stage, justement. Et je vais utiliser ChatGPT pour trouver l'info, que tu poses les bonnes questions, etc. Et en fait, je lui ai fait travailler qu'avec ChatGPT pour accéder à l'information. Il me dit, ouais, mais nous, au lycée, on est interdit d'utiliser. J'ai fait, bah écoute, peut-être qu'au lycée, il est interdit d'utiliser, mais dans le monde du travail, en tout cas, l'IA, c'est un outil à part entière aujourd'hui. Il informe les gens à l'utiliser. Donc, je dis, moi, à l'époque, je pense que tu sais pareil, Mikaï, hein, mais quand j'avais un exposé à faire, Wikipédia, et je faisais parfois des copier-coller de ce qu'il y avait dans Wikipédia, et je me faisais pas chier, tu vois, clairement. Donc, et c'est pas plus pire qu'aujourd'hui d'aller faire un prompt sur ChatGPT et faire un copier-coller de la réponse. C'est pas plus pire. Donc, je pense qu'il faut vraiment relativiser sur ça. Et je trouve que les gens qui s'y intéressent pas un peu par honte, c'est vraiment une erreur. Honnêtement, vraiment une erreur.
Je suis totalement d'accord avec toi et tu es parmi les rares qui communiquent ce message donc Mmh. c'est cool de faire comprendre aux gens que non, c'est pas la honte d'utiliser l'IA et même au contraire, je pense que tout le monde a tout intérêt à s'en servir. Voilà. Mais je pense qu'il faut absolument pas louper le train de ce sujet-là. Parce que moi, je fais, et en fait, beaucoup de monde fait le parallèle avec la révolution industrielle. La révolution industrielle, on est passé de centaines d'employés dans les usines qui faisaient à la main des opérations répétitives. Ben, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais en tout cas, ces personnes-là ne le sont plus. C'est des machines qui les ont remplacées parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Mais on le voit aujourd'hui, dans les usines, ben, il y a des agents de maintenance, il y a des gens qui ont créé ces machines-là, des gens qui les maintiennent, qui les mettent C'est à ça. jour. Ça crée d'autres emplois. Et moi, je vois vraiment pas l'IA. Et je crois que c'était je crois que c'est le PDG de Duolingo ou d'une autre boîte qui disait en fait, moi, je vois l'IA comme euh, booster la productivité de mes équipes. Et où il a dit, mais moi, je veux pas réduire mes effectifs, je vais juste mettre à dispo des outils autour de l'IA pour qu'ils soient encore plus productifs. Bon, je crois qu'il y a eu un peu en plus un bad buzz autour de lui, donc je vais pas trop l'évoquer. Mais moi, j'ai vraiment cette notion de me dire, on va être des humains augmentés. Et là, c'est mon côté marketeur de Microsoft qui ressort. Hein. Mais on va être des humains augmentés, tu vois, où on pourra faire encore plus de choses. Enfin, moi, je suis désolé, mais c'est un gain de temps stratosphérique, mais sur plein de choses au quotidien que je me dis, je pourrais plus en passer, quoi. Plus en passer. Tu vois, je te prends l'exemple d'un Teams, d'avoir maintenant un copilot qui te fait le transcript, qui te Ah fait un oui, oui. résumé de la réunion, mais mec, c'est génial. Et puis c'est précis en plus, tu vois, et on est aux prémices du truc. Là, ce qu'on se dit aujourd'hui, dans 4-5 ans, mais ce sera quoi? Ce sera quoi? Donc voilà. Moi, c'est vraiment ça que je veux mettre en avant, c'est faites de l'IA, utilisez l'IA, n'en ayez pas honte. Voilà. L'exemple de Teams, c'est vraiment très pertinent. Je repense à l'époque où on écrivait du coup les comptes rendus à la main en même temps qu'on faisait la réunion. Donc on devait écouter le client d'un côté et de l'autre prendre des notes. Ah, mais C'était complètement. Bah, de toute façon, des voilà, fois, même, on dédie une personne juste à prendre les notes. Hein. Cette c'est personne-là ne ça. servait à rien dans la réunion, ne serait-ce que de prendre des notes. Donc, voilà. Mais et moi, je suis comme un fou à l'idée de savoir ce qui va se passer dans les prochaines années par rapport à ça. Et je vois plein de choses arriver, tu vois, rien qu'autour de Fabrique, mais c'est vraiment par rapport à Fabrique. Ouais. Mais tu vois, plus au global. Et moi, par exemple, je suis un grand fan de Tesla, moins de Musk, mais très fan de Tesla, par exemple, tu vois. Et ce qu'il a fait de mettre son IA Grok dans les Tesla, mais c'est Ouais. génial, tu vois. Mais mec, on se rend pas compte, c'est aujourd'hui, tu vas dans ta Tesla, tu lances l'IA, tu dis ah, vas-y, moi je veux aller, moi tu vois, je suis à Marseille par exemple, je veux aller à Paris, mais je veux m'arrêter toutes les 3 heures, je veux m'arrêter prendre un café au bout de 2 heures, et j'aimerais bien trouver un hôtel à côté. Tu lui dis ça, et Grok te fait tout ton itinéraire automatiquement avec tes recharges. Pendant que nous, par exemple, des marques françaises, Renault, ils ont encore du mal à mettre un assistant vocal dans leur Scénic, tu vois, qui marche à peine. Et tu te dis, enfin, c'est fou, c'est fou. Vraiment, c'est dingue. Hâte de voir ce que l'avenir nous réserve. Complètement. J'ai 3 dernières questions à te poser avant la fin. Il y en a une que je voulais te demander, c'est, si tu devais recommencer depuis zéro, est-ce qu'il y a quelque chose ou même plusieurs choses que tu ferais différemment? Ou alors est-ce que tu voudrais même garder le même parcours, faire les mêmes erreurs parce qu'au final, c'est avec ces erreurs-là qu'on va dire que tu es monté en compétences, que tu as gagné de l'expérience? Est-ce qu'il y a Mmh, des choses que tu aurais faites différemment? c'est une bonne question, c'est une très bonne question. Peut-être qu'il y a il y a des moments où je me suis un peu trop précipité dans ma vie, mais ils font ce que je suis aujourd'hui, tu vois, typiquement. Mais dans la globalité, non, parce que j'ai jamais eu, je pense que c'est peut-être une chance aussi que j'ai, mais jamais eu trop d'échecs compliqués à gérer. Quand j'ai d'échecs, c'est, tu vois, des prises de position qui m'ont mis en très grande difficulté, où je me suis retrouvé, je ne sais pas moi, au chômage 6 mois, par exemple, tu vois. Euh, j'ai jamais eu ça encore, donc je touche du bois. Je vois que ça m'arrive pas. Mais non, tu vois, clairement, je resterai tel quel parce que en fait, c'est des choses qui me sont aussi un peu tombées dessus parfois. Et en soi, la vie, elle a été faite ainsi. Donc, même si je crois pas trop aux pures coïncidences, etc., je suis plutôt très terre à terre et en me disant, ben, on se crée des opportunités et on se crée notre chance. Mais non, je changerai pas ça. Moi, j'ai un petit twist où je me dis, tu vois, je changerai pas ça, mais par contre, je me dis peut-être dans 10 ans, je serai pas encore dans l'IT. Par contre, je me dis ça. Ah! Tu vois, j'ai ce twist où je me dis, en effet, je changerai pour rien au monde tout ce que j'ai fait aujourd'hui, parce qu'en plus, ça m'a mené sur des conditions personnelles que j'adore aujourd'hui, tu vois, avec ma famille, etc. Mais par contre, je me dis, dans 10 ans,
j'ai ce truc et mes amis me comprennent pas, hein, parce qu'aujourd'hui j'ai un bon poste, il y a un bon salaire, une bonne condition, tu vois. Et je me dis, mais je suis pas sûr dans 10 ans d'être encore là. Quand je dis encore là, tu vois, dans le monde de la data, je suis pas sûr. Parce que je sais pas, je me dis, je suis open mind. Tu vois, et j'ai ce truc, des fois, je me dis, mais attends, demain, j'ouvre un resto, ou j'ouvre un bar, tu vois, un coffee shop, j'en sais rien. Rien à voir. Rien à voir. Tu vois, j'ai plus cette autre vision-là. Me dire, est-ce que je serai encore là où je suis dans 10 ans? Tu seras dans le monde des assistants vocaux pour les voitures. Peut-être. On Peut-être. on en reparlera en 2036, à l'épisode Exactement. 2 de ce On, podcast. on prend rendez-vous alors. Alors ensuite, mon avant-dernière question, c'est est-ce que tu as une ressource à recommander aux éditeurs? Ça peut être une ressource pour monter en compétence de la data ou même, pour faire de la veille technologique et tout simplement. Et avant que tu répondes, je vais me permettre de donner un élément de réponse à ta place, parce que je sais que tu es humble et que tu le feras pas. C'est le podcast House of Fabric que je vous recommande à tous, le lien est dans la description. C'est un podcast qui existe depuis à peu près 1 an, je me rappelle, j'étais là dès le premier épisode. Et donc je vous recommande vraiment, d'aller jeter un œil si vous êtes, dans l'écosystème Fabric. Il y a pas mal d'intervenants, que ce soit des experts côté consultants, en ESN ou alors même des collaborateurs de chez Microsoft qui viennent donner leurs conseils, leur retour d'expérience sur Fabric. Donc c'est vraiment, quelque chose une page que je vous recommande de suivre et le lien sera dans la description. Et maintenant je te laisse Ouais. répondre à la question. Mais merci beaucoup, Mikaï. En effet, mais en plus, demain, j'enregistre un épisode, tu vois, demain midi avec Guillaume Godefroy, justement. Donc, c'est vrai qu'on essaye de faire ça. Donc, merci beaucoup pour la petite mise en avant. Et après, les ressources, ben, c'est fou ce que je veux dire, mais je veux dire, mais prenez une IA. Prenez une IA. Payez une IA, Claude, ChatGPT, ce que vous voulez. Prenez une IA, vous payez 20 € par mois, c'est ce que je dis à tout le monde, et vous avez toutes les ressources du monde. Toutes les ressources du monde, vraiment. C'est parce qu'en fait, je pourrais vous citer des livres. Là, j'ai sous la main, il doit être par là, juste à côté. J'ai mes livres sur Fabric, j'ai mes livres sur Power BI, j'ai plein de chaînes YouTube. On parlait avant de démarrer de Gaïa Cube, tu vois. On a plein de communautés, le club Power BI, les gentils développeurs de la data platform, data chouette. On a plein de communautés extraordinaires en France qui créent du contenu, mais magnifique. On peut pas tout suivre. Et je suis persuadé que l'IA peut nous aider à identifier les ressources dont on a vraiment besoin. Tu vois, par exemple, le Power BI, ils sont un peu moins sur l'expertise que les gentils développeurs de la data platform qui ont, eux, sur des points très spécifiques, très pointus parfois. Power BI, ils sont plus là pour vulgariser, rendre plus accessible, même s'ils font de la technique, tu vois, c'est pas accessible à tout le monde aussi. Donc, moi, j'ai pas envie d'oublier des ressources. Donc, toutes celles que je vous ai citées, c'est évidemment celles à suivre. Mais j'ai plutôt un conseil, je suis désolé, je vais pas répondre forcément à ta question, Mikaï, mais payez une IA, peu importe le Anthropic, ChatGPT, peu importe. Prenez ce que vous voulez et challengez cette IA pour vous sortir les bonnes ressources pour vos besoins, vos compétences et focalisez-vous sur ça. Voilà, c'est vraiment mon conseil. Top. Et sinon, où est-ce qu'on peut te suivre ou même te contacter pour Nulle les part. auditeurs qui Non. voudraient par Pignon Voyageur? Ouais, exactement. Je t'ai dit, je vais arrêter la tech. Non, non, bah, évidemment, après, LinkedIn, c'est, je pense, l'endroit où je suis le plus actif. Voilà, sur LinkedIn, je reste toujours disponible. Mes DM sont ouverts, comme on dit à chaque fois. Donc, n'hésitez pas. Je prends le temps. Je réponds pas tout de suite à chaque fois. Je réponds des fois en décalé de quelques jours. Mais je prends le temps de vous répondre, de vous aider, de vous répondre à un conseil ou quoi que ce soit. LinkedIn étant vraiment, je pense, le moyen le plus simple de me contacter. Top. Bien sûr, les liens seront dans la description. N'hésitez pas à suivre Enzo, notamment si vous êtes intéressé par l'écosystème Azure, Fabric, Data. Il partage beaucoup de contenu intéressant et encore une fois, les liens seront dans la description. Pour terminer, Enzo, est-ce que tu voudrais raconter une anecdote pour nos auditeurs? Une anecdote générale qui pourrait plaire à ceux qui nous écoutent? Ouais, mais c'est une anecdote personnelle et en même temps professionnelle. Mais comme je te disais, voilà, moi j'ai rejoint Microsoft en janvier 2026, du coup, donc il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Et il faut savoir du coup que mon rôle chez Microsoft, j'ai un périmètre géographique, ce qu'on appelle très spécifique. Et moi, j'ai des comptes ce qu'on appelle stratégiques, type Sanofi et SPH. SPH étant tous les hôpitaux de France, CHU de France, etc. Et c'est fou parce que j'aime bien dire que la vie elle est bien faite et pour le coup c'est vrai. C'est que comme je te disais, tu vois, j'ai passé une année 2025 très compliquée personnellement par rapport à ma fille qui est née, son hospitalisation. Et j'ai passé, je pense, les pires moments de ma vie
dans les hôpitaux, dans ce domaine-là de la santé. Et je commence une nouvelle expérience hyper positive, hyper challengeante dans ce même domaine-là. Mais tu vois, sous un autre prisme, dans le monde des hôpitaux. Et en fait, j'ai ce truc où je me suis dit, quand j'ai commencé chez Microsoft et qu'on m'a dit que j'avais ce périmètre-là, je me suis dit, mais en fait, la vie, elle est bien faite. Parce que j'ai passé des moments terribles et qui, au final, se finissent très bien. Donc ça, c'est génial dans les hôpitaux en 2025. Et au final, j'ai l'une des plus belles opportunités de ma vie qui se présente à moi et qui me repousse à retourner dans ce domaine-là de la santé et des hôpitaux, mais pour parler des choses qui me passionnent, de data, etc. Et en fait, j'ai ce truc de me dire, je fais des choses qui sont importantes. Et c'est con, tu vois, mais donner, par exemple, des outils data analytiques performants pour les docteurs, pour qu'ils fassent de la recherche, pour qu'ils puissent trouver des remèdes pour les maladies, pour le cancer, ou aider Sanofi à développer des nouveaux produits, etc. Je me dis, mais en fait, c'est génial parce que je fais ce que j'aime dans un contexte qui a du sens et qui, en plus, moi, me parle, tu vois, personnellement. Ouais. Donc, j'ai vraiment ce truc où je me dis, je suis à ma place. Et tu vois, je suis même pas à ma place que sur la partie technologique, je suis à ma place sur le côté humain. Donc voilà, c'est vraiment ça ce que je voulais mettre aussi en avant, c'est que j'ai ce truc, je me suis dit, la vie elle est bien faite, et au final, tu vois, ça finit bien, Ouais. et ce qui était pour moi une très mauvaise expérience, le contexte était une très mauvaise expérience, se transforme au final en une belle opportunité, et qui sait peut-être une belle carrière chez Microsoft. J'aime dire que la vie est faite de montagnes russes. Ah, mais clairement, ah bah là, c'est exactement ça. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Enzo. Ça fait 1h15 de podcast à peu près. Ouais. On a pu couvrir pas mal de choses. On a pu voir tout ton parcours, tes conseils, ton expérience à travers tes différents projets. C'était très enrichissant. Je pense que ça pourra en inspirer plus d'un, notamment des personnes qui peut-être étaient dans la même situation que toi au tout début dans leur parcours scolaire. Donc merci beaucoup Enzo pour ta transparence et pour tout ce que tu as pu partager. Bah écoute, merci à toi, Mikaï, de m'avoir laissé déblatérer tout mon parcours. Bah, c'était un plaisir. Encore Yes. une fois, tous les liens pour suivre Enzo seront dans la description, donc ça sera la page LinkedIn que je vous recommande vraiment de suivre si vous êtes intéressé par tout cet écosystème. Également le podcast House of Fabric, où d'ailleurs j'apparais dans un épisode. Oui, ouais, l'avant-dernier, ouais. J'espère Ouais. dans d'autres aussi si Ah monsieur oui. veut bien m'inviter. Avec grand plaisir. Alors, on peut teaser un peu un petit truc aussi là qu'on prépare pour Avec plaisir. septembre, qu'on essaye de faire. Tu peux en parler si tu veux. On va en effet tenter une présentation à un grand événement Microsoft. On n'en dit pas plus parce qu'on n'est pas encore sûr que ça va arriver. Ouais, c'est ça. Pas du tout, mais on va tenter. On va tenter. Voilà, notamment Ouais. dans une ville où il fait assez chaud en Europe. Ouais, c'est ça. On verra si les gens sont bons dans les commentaires, s'ils ont compris. Exactement. Encore une fois, merci Enzo, c'était un grand plaisir. Yes, merci Mikaï, merci beaucoup. Et on espère un autre épisode quand peut-être dans 10 ans tu seras dans une autre industrie. Yes, ou peut-être exactement. Exactement, dans mon café, peut-être dans mon coffee shop, autour de bon espresso. On le fera en présentiel alors. Yes, exactement. Merci beaucoup Mikaï. Merci beaucoup Enzo. À et plus. merci à tous les auditeurs.